I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro Tableau de bord, l'émission économique hebdomadaire sur Atlantique Radio. Alors avec nous cette semaine, Amine Diori, responsable études PME au sein du cabinet Inforisque. Diori, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter les résultats d'une étude que vous venez de réaliser sur des entreprises créées en 2010. Comment elles sont comportées durant les 5 premières années de leur existence? Est-ce qu'elles sont défaillantes, performantes? Mais avant, on vous demandera de commenter l'actualité économique de la semaine. On y va? On y va, c'est parti. On commence par le dialogue social. Oui. Un comité tripartite qui réunissait les syndicats, les patrons et le gouvernement s'est réuni tout au long de cette semaine. Finalement, pas de grandes conclusions. En revanche, le gouvernement accepte la baisse de l'impôt sur le revenu. Il propose donc une baisse de l'impôt sur le revenu, mais uniquement sur les bas revenus, alors que pour les syndicats, il s'agit d'une baisse pour toutes les tranches et les catégories. Qu'est-ce que vous pensez de cette baisse d'impôt sur le revenu ? C'est une très bonne chose. Dans le domaine de la politique, et surtout dans ce type de négociation, c'est du donnant-donnant. Chacun doit faire des efforts de son côté pour arriver à une solution qui soit acceptable par tout le monde. Maintenant, c'est vrai que une baisse de l'impôt sur le revenu pour certaines catégories ou pour la totalité de la population, ça signifie des revenus en moins pour l'État. Et donc forcément, il faut faire un arbitrage par rapport à tout ça. Il faut bien réfléchir en termes de dépenses, qu'est-ce qu'on va couper comme dépenses pour pouvoir financer la baisse des revenus engendrés par tout ça. Donc il faut effectivement bien réfléchir à toutes ces questions. Mais c'est une bonne chose pour le SMIC marocain, s'il augmente, c'est une bonne chose? Bien sûr, c'est très important déjà dans le domaine de la consommation marocaine. Donc ça a un impact positif sur la demande et donc forcément sur le PIB. En revanche, les patrons, pour eux, la priorité, c'est la réduction du coût du travail. C'est normal. Quelles sont les marges de manœuvre pour réduire le coût de travail sans pour autant toucher justement l'employé? Pour réduire le coût salarial direct, je pense que la seule façon d'y arriver, c'est augmenter la productivité des salariés. Ce n'est pas lié directement au coût du travail. Effectivement, on peut envisager une baisse des charges imputées aux entreprises. Mais pour que ce soit rentable pour l'entreprise, il faut que le salarié soit plus productif. Ça, à mon avis, c'est aussi un jeu de donnant-donnant. Alors on passe à un autre sujet à commenter, ça sera le dernier, c'est par rapport à notre politique monétaire et la Banque centrale qui décide de passer au taux de change flexible. C'est pour préparer le Maroc à devenir cette nouvelle place financière qu'il ambitionne. Alors un taux de change flottant flexible, ça veut dire qu'il va évoluer librement en fonction de l'offre et de la demande. Dit autrement, plus la monnaie est demandée, plus elle a de valeur. Est-ce que c'est pas un peu risqué pour le Maroc à votre avis ? Il y a des avantages et des inconvénients. J'ai compris que l'approche de notre gouverneur central, c'était d'avoir une approche prudente, progressive, dans un premier temps d'élargir les fourchettes de variation de la monnaie, ce qui est à mon avis le plus prudent, avant de passer à une étape ultérieure qui serait la libéralisation totale des taux de change. Maintenant, il y a quand même des avantages à ce système. C'est-à-dire qu'en cas de coup dur en matière conjoncturelle, la monnaie est capable de s'adapter immédiatement et clairement par exemple, le cas d'une dévaluation, on parle souvent de dévaluation compétitive, les deux mots sont associés, ça veut dire clairement que quand on dévalue une monnaie, donc forcément on est plus compétitif à l'exportation. Maintenant, pour être plus compétitif à l'exportation, il faut avoir une offre exportable. Donc la monnaie n'est pas tout. Il faut aussi que derrière, on ait une industrie qui soit performante pour pouvoir exporter. Une réforme qui doit être menée en parallèle. Exactement, les deux vont ensemble. Maintenant, c'est une question aussi qui doit être réfléchie par les experts. Je ne pourrais pas dire s'il faut une libération totale ou, comme le propose le gouverneur de la Banque centrale, une libéralisation, mais qui soit progressive et très prudente. On arrive donc à la fin de cette première partie. On va passer tout de suite au scan sectoriel. Le scan sectoriel. Alors on le rappelle, notre invité Amine Diori, responsable études PME au sein d'Inforisque. Alors vous venez de réaliser une enquête sur les entreprises qui ont été créées en 2010. Une étude première en 100 genre, vous nous dites, qui permet de créer une cartographie de ces entreprises.
Alors à ma connaissance au Maroc, oui, effectivement, c'est une première. Voilà, et donc ça permet de relever quand même des constats assez importants. Le premier chiffre, c'est 95% des entreprises qui ont survécu. Oui. Et vous le dites dans l'étude, malgré un environnement macro et microéconomique difficile. Alors c'est un chiffre étonnant a priori, vu la sonnette d'alarme tirée à chaque fois par d'autres études sur les entreprises défaillantes au Maroc et le nombre de ces entreprises qui augmentent. Alors comment on peut l'expliquer ? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut être agréablement surpris par ce chiffre de 95%. C'est vrai aussi que quand on parle de défaillance d'entreprise, on voit que ça augmente de 20% chaque année et que la situation ne s'améliore pas forcément. Maintenant, ce chiffre de 95%, il faut le voir avec une certaine prudence, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à l'échantillon étudié, c'est-à-dire près de 3000 entreprises qui sont nées en 2010, il y en a 5% qui ont fait l'objet d'une procédure juridique et judiciaire, c'est-à-dire à savoir un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. Toutes les autres sont hors cadre juridique. Maintenant, quand on rentre un peu plus, on approfondit un peu la question, on s'aperçoit que sur les 95% restants, il y en a encore 35% qui sont inactives, c'est-à-dire qui n'ont aucune activité juridique ou judiciaire, aucune nomination de dirigeant, aucun changement d'adresse, aucun événement quelconque, aucun bilan déposé. Et donc on se dit que ces entreprises, voilà, on a une fourchette encore de 35%. Donc quand on retranche les entreprises en redressement, en liquidation et on retranche les entreprises inactives, on s'aperçoit qu'on a une population d'entreprises actives de 60%. C'est ce chiffre-là qu'il faut absolument retenir. Oui, en fait, vous avez relevé des constats. On va quand même essayer d'aller dans l'analyse. Vous me dites que le un tiers de ces entreprises finalement sont inactives, pas de bilan. Ça veut dire comment on peut interpréter cela ? Bon, alors effectivement, alors comment on peut expliquer ? Très souvent, enfin, ça arrive assez souvent qu'on crée une structure qui soit une coquille vide finalement, on a peut-être un projet initial qui est reporté. Bon, la structure, elle existe, mais bon, il n'y a pas d'activité commerciale qui se développe autour. L'entrepreneur se dit, bon, bah voilà, j'ai créé ma structure, elle servira certainement un jour, elle existe, de toute façon, tant que je ne la fais pas bouger, je ne paye pas d'impôt là-dessus. En tout cas, je suis tranquille les premières années. Et puis, au bout de quelques années, si je fais toujours rien, bah, à ce moment-là, je fermerai la structure, tout simplement. Voilà, y a pas, je vois pas d'explication, d'autres explications que celle-là pour ces sociétés inactives. Voilà, c'est des sociétés à faible capital, généralement, moins de 10 000 dirhams de capital social. La structure, elle existe. On sait qu'elle est là au cas quand on voudra développer l'activité. Et dit autrement, justement, peut-être que finalement, ces entreprises-là, le un tiers dont vous parlez, n'ont pas réussi à s'imposer dans le marché, finalement, peut-être aussi. À partir du moment où elles ont une activité commerciale, qu'elles réussissent ou qu'elles ne réussissent pas, on retrouve des traces, on retrouve des bilans, on retrouve beaucoup d'informations, en tout cas des informations, au moins une information. Pour ces entreprises dont je parle, on n'a aucune information sur 5 ans. Vraiment aucune. C'est normal ? Ça arrive, c'est justement la définition d'une entreprise en sommeil, d'une entreprise inactive. Et 30% d'entreprises inactives, c'est pas... Écoutez, c'est conforme en tout cas aux statistiques que nous avons. Je fais le lien avec la base InfoRisque. Aujourd'hui, c'est près de 400 000 entreprises marocaines. Et sur ces 400 000 entreprises, il y a quand même un tiers qui sont des sociétés en sommeil. Voilà, des structures qui n'ont aucune activité commerciale. Et je dirais, pour citer des chiffres de la France, qu'on est sur des pourcentages qui sont à peu près équivalents. Je vais citer un exemple que j'ai entendu parler il y a quelques jours simplement. En France, il y a 9 millions d'entreprises. Et on s'est dit, bon voilà, puis à partir du moment où ces entreprises, elles existent, c'est forcément qu'elles ont une activité commerciale. Or, en réalité, quand on creuse un petit peu, et c'est justement l'objet de cette étude, on s'aperçoit qu'il y a à peine la moitié qui sont réellement actives et qui ont une activité commerciale. Toutes les autres sont en sommeil. D'accord, donc c'est à peu près la moyenne. Voilà, exactement. C'est comme ça que ça marche un peu partout. Apparemment, en tout cas, c'est cohérent en tout cas avec les chiffres de la France, par exemple. D'accord. Oui, la France, d'ailleurs, en sachant que notre droit du travail, que nos lois, notre législation, ça approche un peu de la France. C'est vrai qu'on prend beaucoup des bons côtés de la France
dans le domaine entrepreneurial. Donc on est rassuré par rapport à ce chiffre. Si on ressemble à d'autres pays par rapport à ça. En tout cas, c'est normal. Il n'y a pas de souci particulier de ce côté-là. D'accord. Alors un autre chiffre relevé, c'est dans le cadre de votre échantillon, 80% à peu près des entreprises sont des TPE. Donc finalement, ça confirme justement, on n'a pas de chiffre officiel par rapport au tissu économique marocain, combien de TPE, mais on parle de 90% à peu près de TPE. Donc c'est ce que ça confirme justement. Alors par rapport au chiffre global, alors je citerai la base Inforis puisque c'est aussi la plus complète. Aujourd'hui, c'est 90%, 92% précisément de la base de données du nombre d'entreprises qui sont des TPE. C'est-à-dire qu'ils font moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Maintenant, par rapport à l'étude, on se rend compte d'une chose. À la rigueur, 80-90%, ce qui est important, c'est de voir la corrélation qu'il y a entre le capital social de démarrage et ce que l'entreprise devient au bout de 5 ans. On se rend compte d'une chose très, très importante, c'est que 45% des entreprises créées ont moins de 10 000 dirhams de capital social au démarrage. Et on voit très bien que ces 45% d'entreprises restent, quoi qu'il arrive, des TPE. Et ce sont aussi celles qui seront par la suite les plus fragiles. En revanche, on se rend compte que plus on met d'argent au démarrage, et par exemple, je parle des 20% restants qui sont devenus des PME, si on regarde leur capital initial, elles avaient amené près de 200 000 dirhams de capital social. C'est grâce à cet apport initial qu'elles ont réussi par la suite à devenir des PME. Et pourquoi c'est si difficile pour une très petite entreprise d'évoluer pour devenir une PME ? C'est très simple. Déjà, il y a un problème. 10 000 dirhams. Vous avez 10 000 dirhams au démarrage. Derrière, vous avez des clients. Et très bien, vous réussissez à vendre. Maintenant, vous avez des délais clients qui s'allongent chaque année. On parle aujourd'hui pour les TPE de 9 mois. Ça veut dire que chaque fois que vous vendez 100, vous ne les touchez pas immédiatement, vous les touchez dans 9 mois. Alors pendant ces 9 mois, il faut payer vos salariés, il faut payer les locaux, il faut payer le marketing, il faut payer l'achat des matières premières, etc. etc. Comment vous faites ? Votre économie de démarrage, votre trésorerie de démarrage qui était de 10 000, elle commence à fondre petit à petit jusqu'à ce que votre client vous paye. C'est ça la problématique. Et plus vous avez apporté d'argent au démarrage, plus vous n'êtes plus simplement dans l'optique de financer le besoin en fonds de roulement, mais vous pouvez être aussi dans l'optique de financer des investissements productifs qui vous permettent de grandir. Oui, on va revenir au financement et au délai de paiement. Vous avez aussi relevé une différence de comportement entre une PME et une TPE. Et par exemple, quand vous nous dites que les sociétés, la croissance, on prend par exemple la croissance. Il y a une croissance moyenne de 18% pour les PME, de 17% pour les PME et de 10% pour les TPE. Pourquoi il y a ces différences ? C'est un rapport aussi avec le financement finalement ? Oui, bien sûr. Et puis, finalement, c'est d'une certaine façon assez logique. Si une entreprise réussit à grandir plus vite qu'une autre, c'est parce qu'elle a un taux de croissance qui est plus élevé. C'est-à-dire qu'elle a réussi à créer des conditions pour croître plus rapidement. Clairement, une entreprise qui a plus de moyens financiers, elle a aussi la capacité de vendre davantage. Parce que moi, si je sais qu'aujourd'hui je vends pour 100 et que je vais toucher cet argent dans 9 mois, si j'ai pas l'argent nécessaire, je n'aurai pas envie forcément de vendre davantage, sachant que je vais devoir financer avec de la trésorerie supplémentaire. Je vais devoir trouver de la trésorerie supplémentaire. Donc je vais me limiter en termes de chiffre d'affaires. Par contre, si j'ai une trésorerie suffisante, un fonds de roulement suffisant, je sais que plus je fais de chiffre d'affaires, plus j'aurai des facilités à trouver de la trésorerie pour financer ces délais de paiement. Voilà, à mon avis, tout est corrélé entre. Oui, tous ces critères sont corrélés. Ouais. En revanche, il y a un critère où il n'y a pas de différence entre les TPE et les PME, c'est quand on parle du chiffre d'affaires à l'export, on se rend compte que les deux ne sont pas des entreprises qui exportent. Non, effectivement. Et puis ça confirme les chiffres qu'on a. Je cite les chiffres de InfoRisk 1000, les 1000 PME. Ça tourne autour de 10% du chiffre d'affaires qui est exporté. Clairement, les entreprises marocaines, en tout cas les PME marocaines, n'ont pas, les TPE, PME marocaines n'ont pas cette culture de l'export. Mais ça reste encore très faible. Cette culture ou c'est question de logistique, de frais aussi ? Non, c'est vrai qu'il y a aussi une histoire de coût, bien sûr. Mais c'est aussi une question culturelle, c'est-à-dire que quand c'est culturel, on a envie d'aller voir ailleurs. On se dit qu'il y a des marchés qui nous attendent. Si le marché marocain est difficile ou n'est pas encore assez mature par rapport à un produit, on va essayer de le vendre autre part. Où on a une offre qui est intéressante, qu'on va essayer par exemple, les produits agroalimentaires marocains, les sardines, les produits de la mer.
Clairement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des marchés intéressants. La Russie est très intéressée par ce type de produit, le Brésil est intéressé par ce type de produit, mais il fallait avoir ce courage pour le faire. Souvent, on s'arrête à des barrières linguistiques. C'est vrai que le marocain n'est pas forcément très, très doué pour les langues étrangères, pour l'anglais en tout cas, ce qui parfois le freine un petit peu pour l'export. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je parle de culture plus qu'autre chose. Pour moi, c'est surtout un problème culturel. Et l'État n'a pas un rôle à jouer dans ce critère, enfin, quand on parle d'exportation, notamment pour des très petites entreprises? Si, bien sûr, mais l'État essaye de mettre en place des structures adéquates, des produits. Il y a Maroc Export qui est là, qui aide les entreprises. Donc on a toute une infrastructure de l'export qui est en train de se créer. Maintenant, on ne peut pas obliger une entreprise à exporter si elle n'en a pas envie. Mmh. Et c'est vrai que l'export, c'est très souvent un casse-tête administratif. Quand on veut exporter dans un autre pays, il faut connaître forcément les lois de ce pays, il faut connaître ce marché, évidemment, il faut connaître la demande, il faut pouvoir cibler la bonne demande. Donc ça demande beaucoup de travail, ça demande des frais importants engagés pour faire une étude de marché, et ça demande aussi des frais importants pour connaître la loi et être conforme par rapport à la loi en vigueur. En parlant de loi en vigueur, on parle de délai de paiement. Alors on en parle souvent, c'est l'un des grands problèmes de nos entreprises. Maintenant, vous relevez que les délais clients pour les très petites entreprises ont augmenté de près de 6 mois. C'est énorme. En même temps, c'est conforme aux statistiques qu'on a de délai de paiement, et c'est très souvent c'est la TPE qui souffre le plus. J'en parlais pas plus tard que la semaine dernière. Aujourd'hui, on se rend compte d'une chose. Quand on regarde les délais de paiement, la grande entreprise, ça va, elle est dans un délai raisonnable, autour de 90 jours. La PME, ça va, elle est autour de 120 jours. La TPE, c'est la catastrophe. La TPE, c'est celle c'est 90% de notre tissu économique, et c'est des taux moyens, c'est des délais moyens de plus de 9 mois aujourd'hui. Et donc voilà, il y a un effet répercussion des délais de paiement qui part des grands donneurs d'ordre que sont les grandes entreprises et l'État, et ça se répercute vers la PME, et ça se répercute en bout de chaîne vers la TPE, et c'est donc normal que ce soit elle qui souffre le plus. Normal et anormal, parce que c'est l'essentiel de notre tissu économique, c'est celle qui souffre le plus, et c'est celle qui disparaissent le plus aussi. Oui, vous avez relevé un constat pour la première fois, vous nous dites, les délais clients deviennent supérieurs aux délais fournisseurs. Il y a une explication à ce changement de comportement ? Alors, évidemment, on voit que les délais clients augmentent beaucoup plus vite que les délais fournisseurs. À un moment donné, c'est aussi un pouvoir de négociation. Quand on est une TPE et qu'on a face à soi une PME qui est plus grande ou une grande entreprise, on n'a pas la possibilité de payer quand on a envie. C'est-à-dire la grande entreprise, elle te dit, moi si tu veux acheter mes services, c'est 60 jours et puis c'est tout. C'est pas dans 9 mois que tu vas me payer. Évidemment, la petite entreprise, elle n'a pas d'autre choix que de payer en temps et en heure. Sinon, on lui coupe le service ou le produit, et puis elle passe à autre chose. Ce qui est injuste finalement pour cette très petite entreprise. Oui, bien sûr, mais c'est une question de pouvoir de négociation. Le grand mange le petit. J'ai presque envie de dire c'est la loi de la nature. Oui, et les délais de paiement sont peut-être aussi une raison par rapport aux défaillances, parce que vous relevez quand même qu'il y a un risque de défaillance assez grand pour les très petites entreprises, même si vous avancez le chiffre de 5% seulement qui ont fermé la porte. N'empêche, vous nous dites que c'est le ratio risque, comment vous l'appelez ? Oui, alors c'est le risque de défaillance Inforisque. C'est notre risque pour définir notre ratio pour définir le risque de défaillance à un horizon de 2 ans. Alors effectivement, c'est vrai que c'est très important. Je parlais d'un taux d'activité de 60%. Sur ces 60% restantes d'entreprises vivantes et actives, il y a près de 80% qui sont des TPE. Et sur ces 80%, quand on regarde le ratio de défaillance de ces entreprises, il est quand même relativement élevé. C'est-à-dire qu'il y a un risque important de défaillance. Elles survivent, oui, mais il suffit de pas grand-chose pour qu'elles basculent dans la défaillance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'avais fait l'étude inverse, c'est-à-dire que j'ai regardé les entreprises défaillantes et j'ai regardé leur date de naissance pour voir justement l'ancienneté moyenne d'une entreprise défaillante. Je me suis rendu compte que, en faisant une moyenne de toutes ces entreprises, on arrivait à un chiffre entre 6 et 7 ans d'existence avant défaillance. Mon étude s'arrête au bout de 5 ans. On voit que ces entreprises sont dans un état assez difficile.
On voit qu'elles ont un problème de chiffre d'affaires, elles ont un problème de rentabilité, elles ont un problème de délai de paiement. Donc tout ça fait qu'elles sont dans une situation très difficile, très précaire et qu'elles peuvent à tout moment basculer dans la défaillance. Ce qui est fort probable, selon l'autre étude inverse que vous avez menée. Oui, effectivement, quand on regarde les entreprises défaillantes, 99% des entreprises défaillantes sont des TPE-PME, ça c'est évident. D'accord, vous m'avez dit au début que le financement, au début, le capital social qu'on met a un rapport avec la survie, le comportement et les défaillances. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, le financement de ces très petites entreprises qui composent la majorité de notre tissu économique est problématique, surtout quand vous nous dites que le crédit bancaire représente par exemple 4% des sources de financement de la TPE. Est-ce que les banques sont réticentes à donner des crédits et font pas confiance à ces très petites entreprises ? Effectivement, quand on regarde ça c'est un autre résultat de l'étude, c'est quand on regarde les bilans des TPE, on se rend compte que majoritairement elles sont financées, leur source de financement essentielle, c'est les fonds propres. Qui ne sont pas très élevés non plus. Voilà, alors on a parlé de capital social, ça c'est une partie des fonds propres, mais il y a une autre partie qui est aussi intéressante, qui est les comptes courants d'associés. C'est-à-dire en fait, c'est un prêt des actionnaires vers l'entreprise. Ce n'est pas de l'argent qui appartient à l'entreprise comme le capital social, c'est juste un prêt. Mais c'est quand même un apport de fonds propres des dirigeants, des actionnaires de l'entreprise. Et on voit que ça représente la très grande majorité des ressources de la TPE. Après vient ensuite le crédit interentreprise et vient en dernier le crédit bancaire. Donc clairement, on voit que les banques, quand elles sont de petite taille, quand elles ont une structure financière, des fonds propres qui sont très, très faibles, les banques ne font pas confiance et ne prêtent pas. Et d'ailleurs vous-même, vous dites, vous rédigez dans cette étude, je cite, un ratio d'endettement moyen long terme qui baisse d'année en année. Est-ce un bon signal ou une difficulté d'accès au crédit ? Vous avez la réponse depuis Sidjoli ? Honnêtement, j'ai la réponse, oui. En fait, c'est une fausse question, parce que je sais que c'est un problème d'accès au crédit. Oui. C'est absolument évident. Quand on voit que l'encours de crédit bancaire représente à peine 4% des sources de financement de la TPE, je me dis que voilà, il y a un problème à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est cohérent avec le discours des banquiers. C'est-à-dire que quand on interroge un banquier, il nous dit nous, on n'a pas de problème au niveau financement de l'entreprise. À partir du moment où l'entreprise nous montre qu'elle est suffisamment capitalisée en fonds propres, nous, on est prêt à apporter de l'argent. C'est pas un problème d'encours. C'est un problème de fonds propres. Oui, et pourtant, la Banque centrale a essayé d'y remédier en créant même un fonds pour les TPME et ça marche pas, on dirait. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement ? Quelles sont les mesures à prendre ? Est-ce que les banques ont raison de le faire ou... Je ne sais pas encore si ça marche ou pas, puisque ça a été mis en place il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui. Voilà, donc il faut savoir aussi que sur un montant, un encours d'argent à prêter, derrière on a 90% de notre tissu économique, ça représente des centaines de milliers d'entreprises. Si vous avez 1 milliard, 2 milliards à prêter, ce qui dans l'absolu est un montant élevé à prêter aux TPE, si vous rapportez ça en valeur unitaire, c'est-à-dire que vous mettez 2 milliards divisé par 300 000 entreprises, finalement on se rend compte que le montant prêté n'est pas si élevé que ça. Donc, ne va pas booster l'activité de cette entreprise, voilà. Va faire évoluer à une PME notamment. Voilà, mais en même temps, c'est normal, on ne va pas prêter à une entreprise plus que ce qu'elle a apporté en fonds propres. C'est évident, il y a un ratio d'endettement, un ratio qui est basique, qui est de dire qu'on ne prête pas plus que ce que l'entreprise a apporté, enfin que les actionnaires ont apporté eux-mêmes. Alors, pour conclure, M. Amin Djoli, donc cette étude, finalement, elle apporte plutôt des choses positives ou négatives, surtout quand on commence par dire que 5% seulement ont fermé la porte, ce qui est encourageant en tout cas, et par la suite, quand on parle d'exportation, rentabilité, financement, valeur ajoutée, c'est plus alarmant. Alors, à votre avis, quelle est la conclusion à tirer de cette étude ? Alors, je ne vais pas m'attarder sur est-ce que c'est bien, pas bien, 95%, 60%, c'est beaucoup de chiffres. Moi, la seule constatation que je retire de tout ça, c'est quand on crée une entreprise, si vous voulez avoir une chance de survivre, si vous voulez avoir une chance de grandir, de passer au stade de PME, voire de grande entreprise, il faut la doter correctement au démarrage. C'est vraiment la leçon importante. C'est-à-dire que si vous amenez que 10 000 dirhams, c'est sûr, c'est statistiquement sûr que vous avez peu de chances
de passer un certain nombre d'années, ou alors vous allez limiter, restreindre votre chiffre d'affaires. Maintenant, si vous voulez grandir, il faut les moyens conséquents. Maintenant, aussi, je comprends parfaitement que pour certaines personnes, il n'est pas évident d'apporter 200 000 dirhams de capital social pour créer son entreprise. Et c'est là que le rôle de l'État est important. En France, il existe des aides à la création d'entreprises qui peuvent être très intéressantes. L'État ou la région en France apporte des fonds supplémentaires qui viennent s'additionner à ceux des actionnaires et qui permettent de doter correctement l'entreprise au démarrage. À mon avis, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. Votre message est clair. Siam Diolé, je rappelle que vous êtes responsable études PME dans le cabinet InfoRisque. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau secteur.